magique, quoi. C'est intéressant Bruno parce qu'en quatrième de couve, je trouve ça très marquant. Il y a cette phrase qui dit lorsque son oncle, donc lorsque ton oncle te demanda ce que tu voulais faire plus tard, tu n'avais que 13 ans et tu lui as répondu je veux être heureux. Est-ce que finalement la quête du bonheur, elle est la même selon toi que la quête de l'éveil? Oui, mais pour moi, c'est indissociable. C'est indissociable parce que pour moi, le bonheur, c'est- nous, on vit dans notre culture. Pour nous, le bonheur, c'est l'acquisition de choses extérieures. C'est que si j'ai ci, si je vis ceci, si je vis cela, c'est même. On voit même d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont été déçues par leur expérience de vie vont se tourner vers une forme de quête intérieure, mais ils vont s'attacher à des expériences. Et là, c'est pareil, c'est le même dupe. Dès qu'on s'attache, c'est ça le truc. Et dès qu'on a compris qu'en fait, nous sommes déjà tout ce que nous voulons être, c'est que nous sommes la paix, nous sommes la joie, nous sommes le bonheur, c'est notre vraie nature. En fait, la seule quête à accomplir et réaliser, c'est ce que nous sommes justement fondamentalement. Et une fois qu'on l'a réalisé, voilà, on court plus après les expériences ou après les objets extérieurs. C'est là, c'est déjà là. Alors après, il faut quand même peut-être recevoir l'enseignement de la manière dont on peut avoir accès justement Oui. à cette quiétude, ce bonheur intérieur. Alors, est-ce que selon toi, la voie royale, c'est la méditation? Ah oui, indiscutablement. La, la méditation, c'est vraiment la porte d'accès, c'est le moyen d'accès, comme le dit aussi, pour ne reciter encore une fois que Maruti Ricard, parce que souvent les gens se compliquent la vie avec la méditation, mais il dit il ne faut pas se prendre la tête. C'est très simple la méditation. C'est de dissoudre toutes nos souffrances, c'est d'arrêter de les faire exister. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte par la méditation, elle nous amène à être de plus en plus conscients de notre manière de fonctionner, de nos processus mentaux, etc. Et plus en fait, c'est comme si on était dans l'ignorance de notre manière de penser, d'agir, et de nous exprimer aussi d'ailleurs. Et là, on se rend compte. C'est comme si on mettait de la lumière et on se dit, ah, mais c'est pas étonnant tout ce qui m'arrive. Vu comment je pense, vu comment j'agis, parce que la loi de cause et d'effet est patente. Hein, c'est tout ce que l'on sème, tout ce que l'on plante, il y a un moment, on récolte. Mais comme on n'est pas conscient de notre manière de penser et de notre manière d'agir et de notre manière de nous exprimer, ben, on n'arrête pas de semer des choses qui vont pas forcément dans le sens de notre bonheur. Et la méditation nous rend conscient de tout ça. C'est pour ça que, encore une fois, quand il disait c'est le bordel, mais c'est plus un problème, parce que maintenant que je suis conscient, je peux arrêter de faire exister ce que je ne veux plus et faire exister ce que je désire. Mmh. Donc ça nous donne une clé absolument extraordinaire. Il y a un grand nettoyage à faire tout de même entre eh bien nos souffrances et nous-mêmes, comme Oui, tu dis, mais qui sont entretenues par notre pensée. tout à fait. L'idée, ce serait en effet déjà d'avoir la lucidité des schémas. Et beaucoup de gens qui croient en cette loi de d'attraction Ouais. se disent bah, je vais penser différemment et attirer des choses différentes à moi. Mais parfois, c'est pas aussi simple. Ah non. Et j'ai tendance à me dire récemment que si je regarde finalement à l'extérieur ce que j'attire, j'aurai eh bien un élément de compréhension pour savoir quels sont les schémas dans lesquels je suis en train de tourner en rond. Est-ce que Ouais. ce serait ça qui serait intéressant et qu'on pourrait aujourd'hui transmettre aux auditeurs? Regardez aujourd'hui ce que vous attirez dans votre vie, ça vous donnera des éléments précieux sur ce qu'il faut peut-être dissoudre dans votre dynamique intérieure. Ah mais de toute façon, notre vie, pour paraphraser un auteur américain dont je me souviens plus le nom, disait que notre vie n'est rien d'autre que le reflet de nos propres pensées, sauf que vous êtes ignorant de vos pensées. Donc, et je charriais souvent les gens quand ils venaient dans mes stages, je leur disais, vous voulez savoir à quoi vous pensez, bah regardez votre vie, vous serez édifié. Voilà. Donc c'est très désagréable à entendre, mais ça nous donne un aperçu de notre vie. Et dès qu'on commence à changer, la vie à l'extérieur change. En fait, il n'y a pas à changer la vie à l'extérieur. Faut vraiment, c'est une transformation intérieure. C'est, on parle la réalisation de soi, c'est un processus d'élargissement du champ de conscience et un processus de renoncement. D'élargissement du champ de conscience, ça veut dire que notre champ de conscience s'ouvre de plus en plus, donc ça permet, il y a de nouveaux paramètres qui entrent en jeu, qu'on ne prenait pas en considération jusque-là, qui échappaient à notre conscience, justement, et de renoncement parce que, justement, on abandonne, se dit ça, j'y renonce, je renonce à ce qui crée la souffrance en moi. Mais je crois que la plus grande difficulté, c'est justement de les voir, de les identifier. Autrement dit, d'arrêter de se voiler la face, quoi. C'est cette forme d'honnêteté scrupuleuse envers soi-même, comme disait Diravansa. Et il le disait d'ailleurs lui-même, il disait c'est la chose la plus difficile à réaliser
pour la majorité des gens. Parce que être vraiment honnête, c'est-à-dire c'est d'arrêter de se voiler la face, c'est d'arrêter de se mentir à soi et de vraiment de regarder les choses pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. Et là, on voit ce qui crée la souffrance. Et donc là, on peut vraiment y renoncer. Mais il n'y a pas d'autre manière de faire. C'est vraiment les bouddhistes d'ailleurs opposent la connaissance intellectuelle au voir. Le voir, c'est vraiment autre chose. C'est que là, on voit, on réalise vraiment comment on crée, comment on fait exister la souffrance. Et là, on peut y renoncer. On peut lâcher. On arrête. Donc Et selon toi, c'est plus compliqué d'en prendre conscience que de le dissoudre? bah oui, puisqu'une fois qu'on en a pris conscience, on peut se dire, bah, soit je continue à le faire exister, je serais complètement stupide parce que ou je l'abandonne, j'arrête de le faire exister. La difficulté, alors il y a une autre difficulté, comment dire, c'est comme si je prenais conscience que si ce feu existe, c'est parce que je mets du bois dedans. Donc là, j'ai conscience, d'un seul coup, je prends conscience qu'il suffit que j'arrête de mettre du bois dedans. Mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, je vais arrêter de mettre du bois dedans, mais ça va continuer à brûler quand même, parce qu'il y a tout le bois que j'ai mis avant. Et il va falloir être patient. Et le problème, c'est que souvent, comme on est très impatient, eh bien, on veut à nouveau recontrôler tout, et on se remet sans se rendre compte que on remet du bois dans le feu, et c'est reparti pour un tour. C'est la fameuse roue qui tourne des bouddhistes, le samsara. Samsara, ça veut dire littéralement tourner en rond. Et comme disait un grand maître tibétain, il disait, comment vous faites pour sortir d'un cercle? Vous mettez un pied dehors. Voilà. Et le cercle, il continue à tourner, mais vous êtes plus dedans. Et la difficulté, c'est vraiment de rester là, de ne pas retourner dedans. C'est tellement tentant, justement, on parle de l'attraction, mais là, on est vraiment attiré. C'est un pouvoir attractif extrêmement puissant parce qu'on est plein de désirs. On se dit, oui, mais si j'ai ci, si j'ai ça, si j'obtiens ça, je vais avoir le bonheur. Et là, non, reste là. Le bonheur, il est déjà là. Il n'est pas à aller le chercher là-dedans. C'est reste là. À un moment ou à un autre, ça va finir par arriver. Mais là, c'est la patience. Et ça, c'est. Alors, dans notre culture, la patience, ça, c'est quelque chose. Hein. Et puis, il faut peut-être opposer aussi 2 choses. Il y a des gens qui peut-être perçoivent ça comme, bah, c'est bon, on s'arrête d'évoluer. Mais en fait, c'est pas du tout l'idée décrite par les bouddhistes, puisqu'il y a une impermanence des choses. On est tous les jours dans le changement. Tout à Donc, fait. c'est d'accepter finalement tout ce qui nous traverse, tout ce que l'on est, et de se reconnecter à son essence, qui sera, si je C'est comprends bien ça. tes propos, la clé du bonheur. C'est pas arrêter d'évoluer. Ah non, mais c'est tout le contraire. Parce qu'en fait, le mental, il se déstructure, il se restructure en permanence. À chaque prise de conscience, il se déstructure. C'est pour ça qu'on passe par des bouleversements intérieurs qui ne sont pas toujours agréables d'ailleurs. Et aussitôt après, on va restructurer. C'est-à-dire que notre pensée va se restructurer différemment. Mais pour donner un exemple, c'était un sage indien qui disait ça. Il disait, c'est comme si vous êtes dans une maison et vous êtes habitué à cette maison, vous en avez assez. Vous virez les meubles, vous en remettez d'autres, vous dites, ah, ça y est, ça va mieux. Vous vous sentez bien, vous avez franchi une étape. Mais au bout d'un moment, c'est pareil, comme tout est impermanent et on s'habitue, et il n'y a rien de pire que l'habitude, donc on en a marre et on vire les meubles, on en remet d'autres. Et puis on se dit, peut-être que je vais mettre un peu moins de meubles. Donc on vire les meubles, il y a un peu plus d'espace, puis un jour on vire les meubles, on n'en met plus, ça c'est l'éveil. Comme ça, c'est important de parler aux humains avec ces métaphores-là. Enfin, tu parlais Oui, de cette métaphore du feu de bois qui est très parlante. oui, tout à fait. Est-ce que l'esprit humain, voire l'inconscient et la conscience aussi, fonctionne comme ça en images? Est-ce que c'est parfois plus percutant de raconter l'histoire à travers une image que de parler avec les mots? Ah oui, l'image c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est bien les Chinois qui disent une image vaut mieux que 1000 mots. Et c'est vrai que quand on a l'image, ça provoque des prises de conscience comme ça. Ça peut être extrêmement fulgurant. On voit des personnes, je vois parfois dans les conférences, c'est rigolo, on voit les yeux des gens s'illuminer quand ils ont entendu une phrase, ils se disent, ah, mais bon sang, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça change, parce que là, on va plus vers le voir que vers l'intellect. Puis ce qui est parfois étonnant, c'est que c'est pas forcément la phrase la plus élaborée de la conférence qui va toucher le plus le cœur des gens. Ah C'est non. parfois celle qui est la plus simple. Et j'avais envie de te mener sur ce chemin de la simplicité. En fait, je crois que les gens se compliquent beaucoup la vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur transmettre aujourd'hui pour qu'ils rendent la vie plus simple? Finalement, le bonheur, c'est pas quelque chose de compliqué. Ah mais non, c'est pas compliqué, justement, c'est que, bah, pour le dire encore une fois, je sais, comme disent les bouddhistes, on ne cherche pas le bonheur là où il est. On fait une erreur. C'est qu'on croit que le bonheur, il est vraiment à l'extérieur, qu'on va le trouver dans les objets, dans les acquisitions, même dans la jubilation intellectuelle, dans les expériences spirituelles. C'est pas là. On cherche pas là où il faut. Et ça me rappelle d'ailleurs encore une métaphore. C'est une femme qui est dehors, qui est en train de chercher. Elle a perdu un bijou et puis il y a son voisin qui arrive et lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Ben, il dit, je cherche ma bague.
Et il lui dit: «Mais où est-ce que tu l'as perdu?» «Dans la maison». Mais il dit: «Pourquoi tu cherches dehors?» «Oui, parce que dehors, il y a de la lumière». Et on cherche vraiment pas là où il faut. On est toujours en train de chercher, et c'est ça qui rend la vie très simple. C'est qu'en fait, ça simplifie. En réalité, le bonheur, c'est une amie qui disait ça, qui est beaucoup dans la pratique aussi, qui disait en fait c'est un dépouillement. La méditation, ça apporte un dépouillement. On se dépouille, on se détache de tout ce à quoi on s'attache et qui nous empêche justement de connaître le bonheur. C'est comme une montgolfière qui doit s'élever. En fait, par nature, elle s'élève, mais on la retient au sol. Donc on va délester, on va retirer les sacs, on va couper les cordes, puis on va finir par s'élever. Et il faut arrêter de s'attacher à tout ce qui nous empêche d'être heureux. Et c'est Osho qui disait d'ailleurs, il faut beaucoup de raisons pour être malheureux, il n'en faut aucune pour être heureux. Est-ce que tu aurais quelques conseils justement pour les auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission pour se mettre à la pratique de la méditation? Par quoi on démarre? Est-ce que avoir une exigence dès le départ, c'est pas forcément la bonne idée? Est-ce qu'il faut y aller pas à pas? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Se faire plaisir, c'est quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez justement dans la méditation, parce qu'on a un peu l'impression que c'est un truc où il faut se discipliner, etc. Et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Je vois les gens, ils se mettent, bon, ça y est, ils font leur petit rituel. Moi, il y a une chose que je déteste, c'est les rituels. Mais et j'ai fait ce genre de discipline aussi, vraiment la discipline dure où on pratique, etc. Mais ça marche pas non plus. Il faut se faire plaisir, il faut être curieux, il faut avoir envie de découvrir. Et puis il faut accepter que ça marche pas comme on veut. Et de prendre ça vraiment comme moi, dans la méthode que je propose, en fait, j'amène les gens à ce que ça soit une récréation. Je leur dis, ça doit être un moment pour vous. Ça doit être un moment de pause. Et je leur dis, et c'est un moment où vous devez accepter que ça ne marche pas, justement. Que vous vous accordez que ça ne marche pas. Ça marche pas, c'est très bien. Ça marche, c'est très bien aussi. Et pour moi, c'est ça la vraie détente. C'est qu'on arrête de s'imposer un objectif, on se fait juste plaisir pendant un moment, et là, on va prendre le goût de la méditation. Et plus on va prendre le goût de la méditation, plus on va envie d'y retourner. Parce que plus on a du plaisir à le faire, Bah oui. plus on aura envie de le faire. Et ça, c'est vraiment, et ça marche extraordinairement bien quand on fait ça. Bah ça, de toute façon, aujourd'hui, dans la manière qu'on a de réinventer l'éducation, et Ouais. notamment dans les écoles et dans certaines écoles dites alternatives, c'est évidemment de réinjecter de la joie, de l'enthousiasme. On se rend compte que quand les enfants sont guidés par ça, ils apprennent beaucoup plus rapidement. Donc c'est la même chose pour des adultes finalement. Mais oui, mais c'est pareil. Alors pour eux, c'est un peu plus compliqué parce on a une belle chape de ciment sur la tête, et il faut un peu, on est coincé dans des structures qu'il faut petit à petit assouplir. Et même des personnes c'est extraordinaire de voir des personnes comme elles se culpabilisent de se faire du bien. Alors là, je leur dis, mais il faut que vous preniez conscience que plus vous allez vous faire du bien, plus vous allez pouvoir aider les autres. Parce que si c'est ça, parce que vous vous sentez coupable, parce que vous vous dites, voilà, je m'occupe pas des autres pendant ce temps-là, mais pendant que vous vous occupez à vous faire du bien, eh bien, vous devenez beaucoup plus apte à aider les autres à se faire du bien aussi. Parce qu'on ne peut pas accorder aux autres ce qu'on ne s'accorde pas à soi-même. Moi, j'ai jamais vu une personne triste apporter de la joie aux autres. Donc, si on réalise le bonheur pour soi, ben, on va l'apporter pour les autres, forcément. C'est Aristote qui disait l'égoïsme n'est pas l'amour de soi, l'égoïsme est une passion désordonnée de soi, et j'aime beaucoup cette Oui, tout citation. à fait. En effet, revenir à soi, et j'avais envie en effet peut-être de terminer avec cette question. Tu parlais de cette rencontre que tu as eu un moment avec cet être qui incarnait tellement tout ce qu'il était, et c'est un petit peu le message que tu as envie de faire passer aussi aux gens, c'est que cessez de tenir des grands discours, soyez surtout vos discours. Hein. Tout simplement, c'est exactement ça. Oui. Et puis, je crois qu'il faut laisser la vie nous pénétrer, laisser la vie nous traverser, laisser la vie. C'est comme une fleur qui est en train de percer le béton. De toute façon, elle percera le béton à un moment ou à un autre. C'est qu'une question de temps. Hein. On peut résister aussi longtemps qu'on le veut, hein, mais il y a un moment, voilà, la nature, et heureusement d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase de comment il s'appelait, c'est un Américain qui disait la vie conspire pour votre bonheur. Alors on se demande, bon, il y a un truc qui a dû m'échapper parce que quand on voit tout ce qui nous arrive, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de résister à ce bonheur. C'est le fait de résister qui nous fait souffrir. C'est pas ce qui nous arrive qui crée le problème.